Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous pour cette deuxième webconférence organisée avec mon réseau cancer du poumon et Dis-moi santé dans le cadre de Novembre Peur. Donc, nous sommes ravis d'être avec vous et d'autant plus ravis que ce sujet émane des patients qui nous ont dit parfois on a du mal à reprendre notre souffle, même aller à la boulangerie, ça nous paraît énorme, monter au deuxième étage de la maison, c'est quelque chose de vraiment insurmontable. Et en échangeant avec le docteur Berkani et Madame Hale, on s'est rendu compte qu'il y avait des solutions pour la réhabilitation et faire des petites améliorations dans la vie du quotidien. Donc, c'est vraiment une conférence qui va être sur la qualité de vie, sur l'amélioration de la qualité de vie, et on est ravis de l'organiser. Donc, on est avec le docteur Berkani, qui est pneumologue. Bonjour, docteur Berkani. Bonsoir, ça dépend. Hein. Bonsoir. Il fait nuit chez vous? Il fait nuit. Même pareil. Il fait nuit. Donc, qui est pneumologue en Haute-Savoie, dans une clinique qui est spécialisée dans la réhabilitation pneumo, et qui a monté d'ailleurs une association qui s'appelle Freelang, et on vous mettra les coordonnées sur le chat comme d'habitude. Et on est également avec Léa Hale, qui est kinésithérapeute au CHRU de Strasbourg en service de pneumologie. Donc, vous ne faites que de la kiné respiratoire. Bonsoir à tous les deux. Oui. Et nous avons la chance d'avoir Yannick. Donc, Yannick qu'on connaît un petit peu, qu'on avait déjà vu lors d'une précédente webconférence et qui est patiente dans le réseau Mon Réseau Cancer du Poumon. Donc, bonsoir Yannick et merci beaucoup d'être avec nous. Laure, je te laisse la parole. Voilà, juste un tout petit mot d'accueil pour pas être redondante. Moi, je suis effectivement ravie de ce programme Novembre Père et ravie qu'on l'ait co-construit en étant à l'écoute des attentes des patients de mon réseau cancer du poumon. Parce que finalement, on s'est rendu compte que pour les personnes qui sont opérées d'un cancer du poumon, quand on vous enlève un lobe, quand on vous enlève tout un poumon, ça change la vie forcément, et donc il faut apprendre à s'en remettre. Ça peut être préoccupant, ça peut être plus ou moins difficile. Puis, il y en a beaucoup de personnes aussi qui vivent avec un cancer du poumon métastatique, avec différents types de traitements, mais qui ont aussi parfois une fonctionnalité, on va dire, de leur poumon qui est différente. Alors, soit parce que ils ont de la BPCO, soit parce que finalement, ils sont avec leur traitement très gênés, etc. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait un besoin de plus d'informations pour mieux comprendre et puis plus de solutions pour améliorer cette expérience qui n'est pas facile se sentir finalement pas bien dans son souffle, quoi. Donc, l'idée de ce soir, c'est de retrouver le souffle, reprendre sa respiration, retrouver confiance dans sa capacité à aller mieux aussi au niveau respiratoire. Et du coup, je suis particulièrement ravie de donner la parole à Yannick, qui va nous partager son expérience autour de cette réalité, de ce vécu avec le souffle. Voilà, donc bienvenue à vous tous et je donne la parole à Yannick. Yannick, ouvre ton micro. C'est fait. Voilà. Donc, moi, je suis Yannick. Bonsoir à tous. Je suis Yann sur MRCP. Beaucoup, certainement, me connaissent plus avec mon pseudo qu'avec mon vrai prénom. Moi, je suis atteinte d'un cancer du poumon stade 4, diagnostiqué en stade 4 à l'époque, traité par du cisplatine, de l'Alimta et de la radiothérapie. Et on va dire que la combinaison de l'ensemble de ces traitements a certainement été bénéfique pour la maladie. Mais en revanche, moi, ça m'a posé un vrai souci. Je suis sortie de là, d'une part, complètement, mais exténuée par les chimios. Il n'y avait pas d'autre terme. J'avais perdu 15 kilos et je ne tenais plus debout. Et la radiothérapie m'a abîmé le poumon. Bon, ça arrive avec une inflammation qui s'est développée. On dit que c'est un poumon radique qui se lié au rayon. Et en fait, je ne pouvais plus marcher.
On dit l'image, je ne pouvais plus descendre à la boulangerie, c'était exactement ça. J'étais incapable de faire mes 100 mètres. Ça me demandait un effort considérable. Alors, je dois avouer que dans un premier temps, si ce n'est d'essayer de marcher un peu chez moi, bon, j'ai pas fait grand-chose. Puis cette maladie a réévolué. Et bon, donc j'ai dû avoir un deuxième traitement qui était l'immunothérapie. Et à ce moment-là, on m'a demandé de faire attention à ma forme et de me mettre en mouvement. Et j'avoue que je ne voyais pas comment faire, tellement j'avais du mal à respirer. Et moi qui étais une ancienne sportive, c'était quelque chose qui me semblait insurmontable. J'ai fait des EFR qui n'étaient pas bons du tout. Mais après l'enclenchement de mon traitement d'immuno, j'ai pu bénéficier d'un dispositif à la PHP à Cochin. J'ai fait un stage de réhabilitation de 6 semaines d'activité physique adaptée, orientée évidemment sur le souffle, puisque c'était mon premier souci, et de remise en forme. Ça a été, je dois le dire, assez difficile, on va dire physiquement. J'ai trouvé que la reprise était très compliquée. Mais suite à ces 6 semaines qui donnaient un énorme bénéfice, en fait, quand même, réellement, les examens avant-après, ce n'était pas comparable. Je suis sortie avec une motivation. Donc, je suis allée quelques semaines plus tard faire un stage dans le Vercors avec une structure qui s'appelle Passage en Vercors. Ça a commencé par une rando et j'avais beau avoir fait mon stage de réhabilitation par le sport, la rando, au bout de 150 mètres, j'étais essoufflée et j'étais la dernière du peloton. Alors, ça a été comme un électrochoc. Je dois aussi le dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, on se prend en main et on trouve des solutions un peu partout. Donc, alors, j'ai cherché, en fait, il y a une kiné avec nous. Moi, j'ai cherché à l'époque une kiné, mais là où j'habite, il n'y avait personne de disponible en libéral à côté. Ce n'était pas possible. Donc, en fait, je me suis inspirée des fiches que m'avait donné l'Hôtel-Dieu. Je les ai rappelées pour qu'ils me redonnent des exercices à faire un peu spécifiques. Et je me suis lancée dans un entraînement avec de la marche, avec le système de on marche plus vite, plus lentement, on fait des mouvements en même temps. Enfin, voilà, une motivation qui a fait que 6 mois plus tard, ça allait considérablement mieux. Mes EFR étaient meilleurs. Et c'est vrai que j'avais aussi une motivation assez forte puisque je suis plongeuse. C'est mon activité de loisir. Et mon médecin de plongée m'avait dit d'accord, mais quand les EFR seront bons, pas avant. Donc évidemment, ça motive. Donc j'ai fait beaucoup de marches avec Kipling. On en reparlera certainement à la fin de cette conférence. Ça a été très motivant. Moi, je me suis prise au jeu. Et ça a changé radicalement mon rythme. J'ai tout fait à pied. J'utilisais beaucoup moins le métro, le bus. Et j'ai fait avec de l'activité physique adaptée à l'hôpital avec une éducatrice spécialisée sur des séances régulières avec des mouvements à faire à la maison entre les séances. Et franchement, eh bien aujourd'hui, je replonge. Voilà, donc c'est une expérience, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'elle est assez banale parce que quand en discutant avec d'autres patients, je pense qu'on est tous passés par comme ça des phases un peu compliquées avec toujours ce problème de respiration, puis on est un peu attentif aussi, et du stress par rapport à tout d'un coup cette sensation de difficulté. Mais franchement, moi je trouve que j'aurais bien aimé avoir un accompagnement peut-être plus médical, plus kiné, plus à ce moment-là. Mais j'ai trouvé qu'en se prenant en main et en essayant de se conformer aux exercices sur la durée, parce que moi j'ai vraiment senti cette nécessité de maintenir en fait l'effort de faire des activités dans le temps, ça marche. Et puis voilà, franchement, je suis plutôt contente puisque en septembre j'ai plongé là où je voulais. Donc voilà, c'était une belle victoire pour moi en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup pour ce super témoignage. Je pense qu'on va pouvoir passer maintenant à écouter justement nos soignants qui ce soir vont nous apporter beaucoup d'informations.
Et du coup, n'hésitez pas à mettre au fur et à mesure des présentations vos questions dans l'onglet dédié. Et ainsi, Oriane, on pourra, j'allais dire, dans la deuxième partie de notre rencontre de ce soir, transmettre vos questions et les poser à nos intervenants. Alors, docteur Berkani, c'est à vous. Alors, votre micro est fermé, docteur Berkani. En fait, il se ferme tout seul et puis il se remet tous. Je l'ai remis là. C'est bon? Tout le monde m'entend? Oui. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité, Oriane et Laure, hein, et puis Chantal, docteur Chantal de Croisette, oncopneumologue que j'aime beaucoup, que je connais très bien, et qui m'a dit tiens, il faudrait que tu participes à ce genre de conférence parce que tu es bien placé pour expliquer les choses par rapport à l'essoufflement, etc., etc. Et donc, j'ai pas résisté, j'ai dit oui. Voilà. C'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Ouais. Et en fait, le sujet est quand même relativement complexe, mais on va essayer quand même de le simplifier pour pouvoir dire aux patients que ceux qui sont essoufflés, ceux qui sont déconditionnés, ceux qui sont fatigués, il y a des solutions, lesquelles on va les voir ensemble. Hein. Ça a été très bien évoqué par Yannick. Hein. Son histoire est assez extraordinaire et émouvante, hein, parce que elle a subi un stress très important, une maladie très handicapante. En plus du cancer qu'elle a eu, des chimiothérapies, les déconditionnements, la fatigue, etc. En plus de ça, il a fallu aussi gérer les séquelles de la radiothérapie qui rajoutaient encore de l'essoufflement et de la fatigue. Et derrière, elle a eu beaucoup de courage et en plus, elle a pu retrouver quelques structures pour l'améliorer et la remettre un petit peu dans le chemin de l'activité physique et donc celui de la vie, tout simplement, se remettre dans la vie. Donc, alors moi, je veux simplement parler pas très longtemps parce que je suis un grand bavard, mais simplement ce que c'est que la réadaptation respiratoire. Et ce que je vais vous expliquer, vous énoncer, même si on va parler d'une pathologie qui s'appelle la BPCO, hein, c'est un terme barbare qu'on utilise nous les docteurs et les soignants, qui veut dire simplement bronchopneumopathie chronique obstructive. On s'en fiche un peu, c'est pas le sujet, mais en même temps, il n'y a pas que cette pathologie qui essouffle. Tout ce que je vous dis est transposable pour toutes les pathologies handicapantes au niveau respiratoire. Et on verra pourquoi on peut améliorer les patients, qu'ils soient BPCO, qu'ils aient subi un cancer du poumon qui les a fatigués, essoufflés et déconditionnés, comment on peut les améliorer en leur proposant de la réadaptation respiratoire et un traitement adapté. Pour quelques... Alors, donc, la réadaptation respiratoire, c'est en fait un programme pluridisciplinaire ou multidisciplinaire parce que ce n'est pas qu'une seule personne qui va intervenir. Et ce côté pluridisciplinaire est très important pour améliorer le patient parce que le patient souffre d'un handicap respiratoire, quel qu'il soit, sur un contexte de maladie respiratoire chronique. Hein. On parle de la chronicité, on ne parle pas des essoufflements aigus dans un contexte aigu d'infection d'embolie pulmonaire et j'en passe, ou de problèmes cardiaques. On parle d'insuffisance respiratoire chronique et de handicap sur des mois ou des années. Le but de cette prise en charge, en fait, cette réadaptation respiratoire pluridisciplinaire, c'est optimiser les capacités physiques du patient, améliorer son autonomie, c'est très important, et bien sûr, favoriser dans une grande mesure l'insertion sociale. Donc, les preuves de son efficacité sont innombrables, puisque des études ont été menées depuis des années pour dire que la réadaptation respiratoire est quelque chose d'extrêmement bénéfique, plus bénéfique que les médicaments, plus bénéfique que l'oxygène, même si l'oxygène est très important. L'oxygène n'améliore pas, par exemple, l'essoufflement, mais c'est la réhabilitation respiratoire qui l'améliore. Donc, la qualité de vie est améliorée au bout du programme et bien sûr, les hospitalisations pour les insuffisants respiratoires qui ont des BPCO diminuent. Alors, on a étudié la BPCO parce que c'est très fréquent et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le transposer pour toutes les pathologies, que ce soit cancéreuses ou autres, avec les mêmes conséquences. Donc, le principal l'essoufflement, on appelle ça, nous, on l'appelle dyspnée, d'accord? Dyspnée, ça veut dire essoufflement. Docteur, je suis essoufflé. Docteur, je souffle. Souvent, les patients, ils disent je souffle, docteur. Donc, c'est l'essoufflement qui est très important. Cet essoufflement, on peut le quantifier. On ne va pas rentrer dans les détails. Les EFR, comme on a parlé, Yannick, les EFR, c'est-à-dire l'examen du souffle, le quantifier. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que cet essoufflement n'est pas forcément qu'une atteinte du souffle
en lui-même en faisant des examens du souffle, mais c'est une atteinte multifactorielle, c'est-à-dire la dyspnée est quelque chose qui a plusieurs origines. Et c'est ça qui est intéressant parce que si on parle que de l'insuffisance respiratoire, de l'essoufflement à cause de l'asthme ou de la BPCO, on va pas faire grand-chose. Mais si on explique pourquoi les gens sont essoufflés, c'est là où on peut les améliorer de façon substantielle et changer, dans la plupart des cas, leur vie. Donc, on s'est rendu compte que cet essoufflement est dû aussi et beaucoup à l'atteinte des muscles squelettiques périphériques, c'est-à-dire tout simplement les muscles. Hein. Si on prend les muscles du quadriceps, eh ben, les muscles du quadriceps sont fins, sont atrophiés. On s'est rendu compte que presque 50% des patients sont essoufflés aussi et beaucoup parce qu'ils ont la tête musculaire. Et on verra pourquoi ils sont amaigris, pourquoi l'atteinte musculaire est là, quels sont les facteurs qui la favorisent. Après, bien sûr, pour déterminer si les gens sont… Pourquoi, comment dirais-je, quantifier l'essoufflement, on peut utiliser plusieurs tests, dans le test de marche de 6 minutes pour voir exactement pourquoi le patient est essoufflé, surtout pourquoi, à quelle distance le patient est essoufflé, etc. Voilà. Retenez, si vous pouvez retenir quelque chose, hein, vous n'êtes pas des docteurs, mais vous êtes des patients qui sont très attentifs à leur santé, la dysfonction musculaire périphérique, que ce soit la BPCO ou les autres pathologies. Cette dysfonction des muscles, une véritable maladie musculaire. Et c'est là parce qu'il y a des anomalies du métabolisme, il y a certains enzymes qui ne marchent pas très bien. Et bien sûr, cette anomalie musculaire, cette dysfonction va entraîner une réduction de l'endurance musculaire. J'espère que je ne vais pas trop vite parce que… Ça va? Non, c'est très bien, super. Parfait. Donc, atteinte musculaire, amyotrophie, le muscle qui s'atrophie, il devient rikiki. OK? Ensuite, bien sûr, les maladies, la BPCO, les maladies inflammatoires, le cancer, c'est une maladie inflammatoire. Il y a une grosse inflammation qui se met dans l'organisme, de tout l'organisme, parce que c'est tout l'organisme qui est atteint. Même si c'est une atteinte pulmonaire, elle retentit sur tout. Je vous montrerai tout à l'heure tout l'organisme et tous les organes. Et l'inflammation, elle est là. Cette inflammation va entraîner une inactivité chronique, elle va participer à une inactivité du patient et elle va entraîner un déconditionnement musculaire. Par exemple, un alitement. La patiente est sous chimiothérapie, elle a un cancer qui la fatigue beaucoup avec des métastases ou pas, et elle est alitée. Elle ne peut pas faire autrement. Et quand elle est alitée, elle va encore augmenter. Il y a l'inflammation du cancer ou de la maladie respiratoire, plus l'inflammation de l'alitement des muscles. Et bien sûr, qui dit inflammation dit amyotrophie, dit dénutrition. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que les patients soient pris en charge de façon multidisciplinaire parce qu'on va agir sur la dyspnée, mais aussi sur la nutrition du patient. Il ne faut jamais oublier, les amis, que faire de l'activité physique, quand on est dénutri, quand on est déconditionné, il faut mieux manger. Mieux manger, c'est-à-dire, sinon, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire, l'alimentation, notamment les protéines, sont extrêmement importantes. Donc, plus les patients maigrissent, plus c'est pas très bien. Donc, les dépenses énergétiques, quand on a une pathologie respiratoire chronique, quelle qu'elle soit, sont trop importantes et participent encore, c'est-à-dire pour le même effort que fait quelqu'un qui n'a pas de pathologie respiratoire, il va dépenser tant. La personne qui a une pathologie respiratoire, cancéreuse ou pas, pour le même effort, elle va dépenser encore plus. Donc, elle va dépenser encore plus d'énergie, donc elle maigrira encore plus, elle sera encore plus déconditionnée. Atteinte musculaire, inflammation, malnutrition. Enfin, malnutrition, c'est en façon de parler, dénutrition. Et puis, bien sûr, les maladies respiratoires vont entraîner aussi une baisse de l'oxygène dans le sang, quels que soient les gens qui ont une BPCO ou ceux qui ont un cancer du poumon. Il y en a qui n'ont pas de BPCO, mais beaucoup ont une BPCO. Pourquoi? Parce que le facteur prédominant dans la BPCO, c'est le tabagisme. Et donc, bien entendu. Et comme c'est des gens qui ont des médicaments et prennent souvent des corticoïdes, n'est-ce pas, hein, pour les insuffisants respiratoires, les cancéreux, les cortisones, on l'utilise beaucoup. Ces corticoïdes vont encore entraîner une inflammation, vont encore atteindre les muscles. Et quand ils atteignent les muscles, ils vont encore participer au déconditionnement et à la dyspnée du patient, à l'essoufflement du patient. Docteur, je souffle et je suis fatigué. Donc, s'il y a une dysfonction musculaire périphérique, comme disait tout à l'heure, comme du quadriceps,
eh ben, on a un point d'impact d'entraînement. Et là, tout à l'heure, ma copine, là, Madame L, c'est quoi ton prénom déjà? Léa. Léa. Léa, notre kiné préférée, elle va nous parler un peu des exercices qu'elle peut proposer aux patients parce qu'elle a un point d'impact sur du réentraînement sur la dysfonction musculaire, premièrement. Donc, et cet entraînement physique, par exemple, si on prend un exemple de 12 semaines sur une bicyclette, par exemple, il va augmenter les fibres musculaires qu'on a perdues, il va améliorer le métabolisme du patient, il va augmenter la production de CO2, il va dioxyde de carbone, il va augmenter la ventilation, la fréquence respiratoire qui est très élevée parce qu'on est essoufflé. En hyperventile, on va diminuer la ventilation pour le même effort. Et on va diminuer la fréquence cardiaque. Comme vous le savez, le cœur est un muscle et il faut le faire travailler parce qu'il va, en faisant de la réhabilitation respiratoire, on réhabilite aussi le cœur. Voilà, cette spirale du déconditionnement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est bien ça, cette spirale infernale. À gauche, invalidité, à droite, réadaptation, réhabilitation. Quand on est invalide parce qu'on a une insuffisance respiratoire, on a une BPCO, on a un cancer sur BPCO, on a de la chimiothérapie qui nous a fatigués, une radiothérapie, eh ben, on est essoufflé. Quand on est essoufflé, on devient sédentaire. Quand on est sédentaire, on se déconditionne sur le plan musculaire. Ensuite, on se stresse, bien sûr. Ensuite, le stress va entraîner aussi la dyspnée, va augmenter encore la dyspnée. Ensuite, on se décourage, on stresse encore et on déprime. Ensuite, il y a une défaillance de tout l'organisme et des réponses inadaptées au stress, c'est-à-dire on répond de façon anarchique, on mange mal, on se met sur son canapé parce qu'on n'a plus confiance en soi, on ne peut plus sortir, on ne veut plus parce que c'est un cercle vicieux, on ne fait plus rien. C'est un handicap, c'est la dépression, c'est l'invalidité. Et quand on fait de la réhabilitation respiratoire, quelle qu'elle soit en hospitalisation, soit en ambulatoire, soit par les kinés en ville, soit par les APA, soit par les associations de patients, on en parlera tout à l'heure, eh ben, on va... par exemple, quand on charge les patients chez nous, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation, quand ils sont très fatigués, eh ben, on va les aider à optimiser leurs médicaments, comment les prendre, on va les accompagner psychologiquement, on va les réentraîner à l'effort, on va leur apprendre l'éducation thérapeutique sur leur maladie, comment la gérer, comment vivre avec, comment optimiser ses capacités, on va les aider à maîtriser leur souffle, on va les aider sur le plan cognitif ou comportemental à accepter leur handicap, on va travailler sur leur équilibre nutritionnel, on va les pousser, leur donner des clés ou des petits tiroirs pour qu'ils s'adaptent aux situations d'exacerbation ou de crise et on va renforcer à la fin leurs aptitudes et pour gagner plus d'autonomie et on va retrouver un souffle qu'on a perdu, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la défaillance respiratoire, quelle que soit la fonction respiratoire même détériorée, quelles que soient les conséquences d'une radiothérapie sur le poumon, quelle que soit la BPCO, quelle que soit l'atteinte cancéreuse, il y a toujours un gain. Si tu gagnes 10, 20, 30% de souffle, c'est déjà le bonheur parce que tu peux sortir, jouer avec tes enfants, ou marcher avec tes petits-enfants, aller à l'église, aller à la mosquée, aller au marché. Ça change complètement la vie. Voilà, donc si on fait un programme de réhabilitation, de réadaptation, qu'on peut le faire aussi à titre externe, hein, c'est-à-dire les gens qui chez eux, même dans un contexte éducatif, même si on n'a pas tout, comme disait tout à l'heure, on optimise le traitement, réentraînement à l'effort, sevrage tabagique, éducation thérapeutique, kiné, diététique, soutien psychologique, sans oublier le soutien psychologique et social. Dans nos programmes, le soutien psychologique est très important. Et l'assistante sociale ou l'assistant social sont là aussi pour aider les patients. Le soutien psychologique, si vous n'avez pas d'écoute empathique, vous n'avez pas cette écoute empathique, vous ne pouvez rien faire avec le patient. Si vous ne déterminez pas des objectifs avec le patient, si vous ne poussez pas le patient à avoir des objectifs de vie, quels qu'ils soient, soit travailler à mi-temps, soit se promener avec ses petits-enfants, soit aller je sais pas moi, aller dans le jardin public et se promener, c'est un objectif que vous déterminez avec le patient, quelle que soit votre fonction, docteur ou pas. Voilà, donc ça, sevrage tabagique, bien sûr, pour ceux qui fument, réentraînement à l'effort. Tout à l'heure, je pense que Léa va nous expliquer un peu comment elle réentraîne les patients, comment elle les réhabilite. En tous les cas, je vous ai expliqué un petit peu ce qu'on peut améliorer sur le plan musculaire. Ça, ce sont le réentraînement. Alors,
très, très brièvement, on travaille sur les exercices d'endurance, on travaille le renforcement musculaire, on fait de la gymnastique, des assouplissements, on travaille les membres inférieurs, bien sûr, en utilisant la bicyclette, le tapis roulant, le cycle rameur. Et l'intensité, il faut qu'elle soit la plus élevée possible en fonction des possibilités patients, en ayant testé le patient au préalable sur le plan respiratoire et l'endurance. L'intensité, bien sûr, on peut la calculer en fonction des données médicales qu'on a, en fonction, par exemple, quand on fait des épreuves d'effort cardio-respiratoire, la VO2 max, pour avoir une vision très même précise des capacités du patient, on peut proposer des exercices adaptés aux patients. On surveille les patients, bien sûr, la saturation, la fréquence cardiaque, le taux d'essoufflement, et les fréquences sont là. Par exemple, si on fait un bon programme, par exemple, en réhabilitation, même en hôpital de jour ou en ambulatoire, 3 à 5 fois par semaine, selon les centres, ou plus de 5 fois par semaine en hospitalisation complète, pour les plus graves ou ceux surtout qui ont des comorbidités. La durée de 3 à 7 semaines, ça peut être très, très bien. Des séances entre 20 et 30 séances, on peut déjà changer la donne pour beaucoup de patients. On peut entraîner les patients, même s'ils sont sous oxygène et ils sont sous machine. Ça va pour l'instant? Je continue ou j'arrête? C'est très bien, vous pouvez continuer. Après, c'est vrai que vous avez pas mal de slides, donc… Oh non, j'y vais très vite après. Après, il faut travailler. Après, Léa va nous expliquer. On travaille les membres supérieurs, les muscles respiratoires, etc. En restaurant la masse et la force musculaire. Ça, c'est quelque chose de pratique. Je pense que la kiné est beaucoup plus apte que moi à expliquer ce genre de choses, etc. Bien sûr, la kiné pour éliminer les sécrétions bronchiques, la gymnastique générale, la vie courante, l'ergothérapie par exemple, ou bien essayer d'expliquer. Pour la vie courante, on peut donner des astuces aux patients pour qu'ils arrivent à faire, par exemple, leur ménage ou leur cuisine ou s'organiser dans leur maison, leur appartement, en leur donnant des astuces. La nutrition, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que plus on maigrit, plus c'est mauvais signe. Donc, plus les muscles sont complètement rikiki, comme je disais tout à l'heure. Hein. On peut aussi donner des suppléments nutritifs. L'éducation thérapeutique, très importante, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, meilleure connaissance de sa maladie, soit en groupe, soit en individuel. Comme je vous ai dit, l'accompagnement psychologique est très important parce qu'on trouve beaucoup de dépression, d'angoisse et de dépendance au tabac pour certains qui n'ont pas arrêté, alcool, drogue et j'en passe. Écoute active, important. Empathie, très important. Déterminer des projets avec le patient, comme je vous ai dit tout à l'heure. La motivation pour effectivement arriver à une meilleure valorisation de l'image de soi et une amélioration de la qualité de vie. Bon, ça, c'est des trucs médicaux. Ça, quand on fait des examens pour les patients. Là, je suis en train de vous mettre des slides qui sont pour les médecins, pour les soignants, les kinés, etc., mais aussi pour les patients, parce que je pense que c'est accessible à tout le monde et les patients sont très aptes à comprendre beaucoup de choses quand on leur explique les choses de façon simple et précise. Alors, j'ai bientôt fini. Le programme de réhabilitation, on en parle tout à l'heure avec Léa. Alors, bien sûr, ça c'est important. On réhabilite qui? C'est marqué cancer aussi, là. Cancer bronchique, vous voyez? Dans les cancers bronchiques, on peut réhabiliter les gens avant de les faire opérer, parce qu'on leur enlève un lobe ou un poumon, mais aussi après. Donc, c'est très important aussi. La BPCO, l'asthme, les déformations thoraciques, la mucoviscidose chez les jeunes, les fibroses pulmonaires pour ceux qui en ont, hein, certaines maladies neuromusculaires, avant et après la transplantation pulmonaire, après chirurgie de l'emphysème pour ceux qui ont de l'emphysème, et le Covid long. Ça, c'est tout un sujet, mais en tous les cas, ça marche aussi sur le Covid long. On n'a pas trouvé mieux pour le moment parce qu'on n'a pas de médicaments pour le Covid long spécifiquement, et l'activité physique, la réadaptation respiratoire ou la rééducation fonctionnelle précoce est quelque chose d'extrêmement important. Donc, c'est extrêmement large au niveau des indications, c'est-à-dire, quelle que soit votre pathologie respiratoire, la réhabilitation respiratoire est indiquée, est efficace. Alors, bien sûr,
Il y a certaines contre-indications. Tout le monde peut, mais certaines contre-indications. Mais ça, c'est déterminé par les médecins. Quand les gens ont vraiment des problèmes psychiatriques, ils ne peuvent pas adhérer au programme. Des gens qui ont maladies cardiovasculaires qui ne sont pas contrôlées. Et puis certaines maladies vraiment rhumatologiques très importantes, déformantes. Et les gens ne peuvent pas faire du vélo, de l'endurance, de la marche, etc. Et puis l'instabilité, si les gens sont trop mal, on ne peut pas. Même si on peut faire… Alors, les structures de la réhabilitation respiratoire, ça, c'est une bonne question. C'est un centre de réhabilitation comme la clinique Pierre de Soleil où je travaille, Vétramontou. Vétramontou, c'est à côté de Annemasse, Genève. Vous voyez? Donc, à la frontière de Genève et pas très loin d'Annecy, pour ceux qui connaissent Annecy, le lac d'Annecy, les Alpes, le ski, j'en passe. Hein. Donc, c'est vraiment dans le même département. Et c'est ça, la clinique de Vétramontou. Bien sûr, ça peut se faire en ambulatoire. Ça peut se faire à domicile. Ça peut se faire par télé-rééducation maintenant, etc. D'accord? Et ça peut se faire aussi par des associations de patients, par le sport santé, par les coachs sportifs maintenant, les APA, les kinés dans leur cabinet qui sont spécialisés dans les maladies respiratoires, et puis aussi chez soi, hein, dans son lit, sur son fauteuil. Voilà. Comme je dis, voilà, donc je pense que j'ai fini. Les clubs de sport aussi, santé, hein, qui peuvent aussi, ça dépend où on habite. Il y a des villes qui sont plus ou moins pourvues, d'autres un peu plus ou moins, ça dépend de la situation géographique. C'est très compliqué parfois de trouver des centres et puis aussi des personnes qui peuvent s'occuper de vous à côté de chez vous. Ça, c'est un autre problème général, globalement, qui est aussi par manque de structure, etc. Mais c'est un autre problème plutôt politique aussi, hein. Voilà, les résultats de cette fameuse réadaptation respiratoire, réduction de l'essoufflement, amélioration des performances physiques, amélioration de la qualité de vie, réduction des dépenses de santé, les gens sont moins hospitalisés, ils ont besoin de moins de traitements. Le réentraînement traite la maladie secondaire, c'est-à-dire le déconditionnement musculaire. Même si quelle que soit la fonction respiratoire, même si on n'améliore pas la fonction respiratoire en elle-même, quand on fait des tests du souffle, on s'en fiche, mais complètement. Simplement, on sait qu'on peut les améliorer par le reconditionnement musculaire. Le sevrage tabagique, bien sûr, est important. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier que l'essoufflement est multifactoriel. Ce n'est pas parce qu'on a des problèmes pulmonaires que le cancer ou la BPCO ou l'asthme, etc. Parce qu'il y a aussi cette atteinte musculaire, cette atteinte de l'état général, cette inflammation, etc. Et puis, bien sûr, quand on fait l'activité physique aux patients, on leur fait la réhabilitation respiratoire, on évalue leur qualité de vie au début, à la fin, pour voir qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on n'a pas gagné. Mais en tous les cas, on les améliore à tous les niveaux. Si vous arrivez à lire, vous pouvez. Mais là, on n'a plus beaucoup de temps. Mais en tous les cas, je crois que j'ai dit l'essentiel. Et à long terme, bien sûr, le bénéfice reste encore 1 an. C'est pour ça qu'après une bonne réadaptation respiratoire, quel que soit l'endroit, il faut aussi le maintien des acquis, comme je vous ai dit tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure avec Yannick pour comment elle a fait. C'était très intéressant ce qu'elle disait, comment elle a fait pour maintenir ses acquis. Mais Yannick, c'est une battante et elle a continué derrière et elle continue encore. Et ça, c'est pas tous les patients qui sont comme ça. C'est ça le problème. Quand ils sont déconditionnés et vivent dans un cercle vicieux, et pour changer les mentalités, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y a toute une équipe pour essayer de les pousser vers l'amélioration. Donc, le challenge de la réadaptation respiratoire, c'est une modification durable du mode de vie des patients en les rendant plus actifs, en les fidélisant à des activités physiques ludiques, notamment en groupe, afin de rompre leur isolement. C'est extrêmement important. Les patients sont isolés, quels qu'ils soient. BPCO, cancer du poumon, encore plus isolés. Et ça, c'est plus possible. Club de marche, par exemple, etc. Voilà, sur le plan économique, on a des régions qui montrent qu'il y a vraiment une baisse des dépenses de santé. Il faut quand même le prendre en considération aussi, mais en tous les cas, c'est très important. Voilà, donc j'ai fini. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous me dites. Mais en tous les cas, je pense qu'Orient, tu m'aviez dit que les questions ou Laure, c'était à la fin. Hein, c'est ça? Oui, voilà. Peut-être que Laure, tu veux poser quand même une question? La question de Pascal, non?
comme vous voulez. Alors, sinon, si on peut peut-être poser 2-3 questions qui sont plus d'ordre médical. J'aurais une première question parce que pour vous, c'est peut-être une évidence, mais on est peut-être écouté, par exemple, aussi par des proches ou des personnes qui s'informent ce soir et qui ne connaissent pas forcément tout. Est-ce que sur mon réseau cancer du poumon, on parle beaucoup de cancer du poumon, mais est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire la différence ou qu'est-ce que c'est que la BPCO, qu'est-ce que c'est que l'emphysème? Juste l'asthme, tout le monde connaît parce que même il y a des petits-enfants, donc voilà, c'est vraiment que je crois que tout le monde, tous les citoyens connaissent l'asthme. Mais par contre, ces autres maladies qui ont des drôles de noms, on ne sait pas très bien ce que c'est. Juste oui, tout à fait. Je disais tout à l'heure que c'était un terme barbare. Un terme barbare parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Même en anglais, on dit pareil. Hein, elle est d'accord, Léa? Bronchopneumopathie chronique obstructive. Allez, tout le monde répète. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bronchopneumopathie chronique obstructive. Oui, mais du coup, ça veut dire quoi dans la vraie vie, quoi, en fait? Qu'est-ce que ça Déjà, pour le répéter, c'est difficile. Alors, simplement, la BPCO, c'est une maladie chronique des voies respiratoires, surtout bronchiques et pulmonaires, essentiellement due au tabagisme, dont jusqu'à 80-90% des cas. Bien sûr, exposition professionnelle et autres peuvent aussi être à l'origine, ou un asthme mal soigné, ou une fragilité particulière. Mais le tabagisme, c'est quand même le number one of des causes de la BPCO. La BPCO, c'est une atteinte donc des bronches qui, en fait, ça commence par une bronchite chronique, c'est-à-dire comment ces gens commencent à tousser et à cracher un petit peu. Et ça, c'est déjà une bronchite chronique. Quand on tousse pendant 3 mois, pendant au moins 2 années consécutives, c'est déjà une bronchite chronique, surtout quand on fume, et surtout, bien sûr. Bronchite chronique. Après, quand les bronches commencent à s'obstruer, deviennent inflammatoires, et dedans, ça se bouche à l'intérieur, et qu'il y a des sécrétions des glandes qui vont, les glandes qui vont sécréter du mucus, et la muqueuse commence à se détériorer, là, il y a une obstruction. C'est ça, l'obstruction, bronchopathie obstructive. Donc, quand il y a une obstruction, c'est là où on commence à être essoufflé, surtout à l'expiration. Ça, c'est très important. L'emphysème, c'est une conséquence, il peut être associé ou pas. L'emphysème, c'est quand tu pousses le bouchon trop loin, Maurice. C'est-à-dire quand tu vas au bout de la branche terminale, tu commences à atteindre les alvéoles. Et les alvéoles, c'est là où se font les échanges gazeux. Oxygène, je respire de l'oxygène, je rejette du dioxyde de carbone. Et dans les alvéoles, où les petites branches vont dans les alvéoles, c'est là où l'oxygène part pour oxygéner le corps et le retour par le dioxyde de carbone. Quand elles sont détériorées, il n'y a plus d'échange. Quand il n'y a plus d'échange, le taux d'oxygène diminue dans les alvéoles et dans le sang, on est obligé de donner de l'oxygène aux patients. Et si l'oxyde de carbone augmente encore plus, et on est obligé de mettre une VNI, une ventilation pour aider les patients à respirer. Et ces alvéoles qui sont dans des sacs alvéolaires, elles pètent, excusez-moi du terme, elles explosent, elles sont détruites et elles commencent à constituer des bulles. Et les bulles qui ne servent plus à rien, donc l'air que vous respirez, il va rester coincé dans les alvéoles, ça va constituer un emphysème comme un tonneau et l'air ne sort plus. Et la ventilation va diminuer, on va respirer beaucoup plus vite pour essayer de ne pas être essoufflé. C'est ça l'emphysème. La bronchite chronique, la BPCO, c'est quelque chose d'abord de clinique. L'emphysème, c'est quelque chose d'anatomique. Le poumon profond et les alvéoles sont atteintes. Donc, les deux pathologies sont associées. L'emphysème, on peut avoir un profil plus emphysémateux ou un profil plus BPCO, mais les conséquences sont exactement les mêmes. Essoufflement, intolérance à l'effort, dyspnée, déconditionnement à l'effort, oxygène, VNI. Et donc, pour limiter les dégâts, on peut aussi proposer parfois, il faut y penser, comment on l'appelle déjà, la réadaptation respiratoire. Je crois que les messages passent très bien ce soir. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a la question de Pascal, qui est un patient donc, qui a un cancer du poumon, qui répond très bien à son traitement d'immunothérapie, qui marche énormément, voilà, mais qui dit, bah voilà, c'est étonnant, j'ai plus de mal qu'avant à monter les côtes. Je suis essoufflée, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Je viens de faire un test d'effort avec un bon résultat. Et ça peut venir d'où, en fait? Est-ce qu'on peut lui proposer des solutions pour qu'il puisse remonter les côtes? Alors, Pascal, bravo déjà pour l'immunothérapie, bravo pour la stabilité de la maladie. On croise les doigts.
il faut s'accrocher et c'est très bien, Pascal. Alors, le Pascal, ça dépend s'il a une BPC ou pas, un terrain ou pas. Bon, s'il l'a pas parce qu'il est relativement jeune ou même il n'a pas forcément de BPCO, on peut avoir un cancer directement sans avoir de BPCO, très peu. Donc, lui, il peut être déconditionné à cause de son traitement, de son alitement, de sa fatigue. Il peut être déconditionné à cause des problèmes nutritionnels, il peut être déconditionné à des problèmes musculaires, inflammatoires. Même si la fonction respiratoire, la VO2 max, elle est normale, il y a l'épuisement qui passe par les muscles. Cet épuisement et cette fatigue chronique, on peut lutter contre cette fatigue chronique et cet épuisement musculaire par la réadaptation respiratoire. Ça marche. Et lui, il faut qu'il alterne repos et activité. Et après avoir terminé son traitement, maintenant, il est simplement sous immunothérapie, l'activité physique doit faire partie intégrante de sa vie. Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ça, du coup, c'est très important de poursuivre la marche, de faire de la course à pied, donc des exercices qui sont en endurance, mais il ne faut pas hésiter à s'ajouter une séance ou deux dans la semaine de renforcement musculaire pur et dur. L'augmentation de la qualité de vie, elle vient pas seulement avec l'endurance, mais elle vient aussi avec le renforcement. Et du coup, quand vous êtes en côte, vous allez consommer beaucoup plus d'oxygène et vous allez aussi demander un beaucoup plus grand effort au niveau de vos muscles, notamment de vos quadriceps dont vous parliez avant. Du coup, ce qui va être intéressant à faire, ça va être des exercices de type squat, fente, montée d'escalier, le tout en essayant de bien régler votre ventilation avec du coup des inspirations en général. Quand vous faites un exercice comme ça en pente, on conseille de bien se concentrer sur une inspiration nasale de préférence avec une expiration plus longue pour bien vous permettre de vous vider avant de reprendre l'inspiration. Notamment si vous êtes allé sur les escaliers, par exemple, si c'est un exemple assez visuel, on conseille, on inspire 1 ou 2 marches, on en souffle 3 ou 4. Et du coup, ça vous permet de contrôler mieux votre respiration pendant que vous faites l'effort. Mais le renforcement musculaire pourrait être un moyen plutôt de vous aider à passer cette difficulté à remonter les côtes qui peut être, entre autres facteurs, hein, bien sûr, lié au déconditionnement purement musculaire de la chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Berkani. J'ai dit amen. Parfait. Alors, du coup, Léa, comme vous aviez la parole, on va vous la laisser. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Du coup, moi, j'étais partie, à la base, quand on m'avait donné le sujet, j'étais partie davantage sur la gestion de la respiration dans le sens de l'anxiété un peu de la chose, du coup. Donc, je vous avais proposé… C'est complémentaire, pardon, excusez-moi Léa, c'est complémentaire, complètement complémentaire. Vous pouvez, si vous pouvez aussi, parler d'hyperventilation, ça peut être sympa. Ben justement, un des exercices que je vais vous proposer de réaliser avec moi devant votre ordinateur est un exercice que j'utilise pour les patients souffrant de syndrome d'hyperventilation. J'ai aussi proposé à Oriane et Laure de vous joindre des fiches que j'avais faites pour ce type de patient, ainsi qu'une fiche sur le désencombrement pour pouvoir justement vous proposer des exercices, mais purement respiratoires. Après, j'aurais aucun souci à vous proposer également des exercices aussi de renforcement qui peuvent se joindre avec des fiches que j'ai déjà en pré-préparé également. Ça ne pose pas du tout de souci. Est-ce que vous seriez d'accord pour me mettre mes slides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Du coup, là, quand je parle de gestion de l'essoufflement, donc de gestion de cette dyspnée, j'étais vraiment partie sur l'idée de vous aider d'un point de vue du contrôle de la respiration avec des exercices particuliers là-dessus. Mais on peut tout à fait passer sur un modèle de quel renforcement faire pour qui et quel réentraînement faire pour qui. Ça ne pose absolument pas de souci. Du coup, hop. Voilà. La première chose sur laquelle j'aimerais revenir avec vous, c'est sur la version physiologique de la respiration, c'est-à-dire qu'est-ce qui est normal, comment est-il normal de respirer? Ça me paraît être un bon début. Je vais souvent parler de respiration nasale au niveau de l'inspiration et buccale au niveau de l'expiration. Pourquoi? Quand vous inspirez par le nez, vous réchauffez l'air, vous filtrez l'air et vous l'humidifiez, ce qui est beaucoup moins agressif pour votre bouche pour vos poumons, que quand vous respirez par la bouche. Ça va être très intéressant du coup d'essayer de retrouver cette respiration nasale. Et je sais que c'est très compliqué, surtout pour les patients qui peuvent avoir de l'oxygène notamment, qui va beaucoup vous assécher et pour lesquels je rappelle qu'on évite de mettre des corps gras. On a des produits spécifiques. N'hésitez pas à demander votre pharmacien, votre médecin. On a des produits pour ça. En tout cas, si vous avez la possibilité de récupérer une respiration nasale ou la capacité de travailler dessus, je vous le conseille franchement parce que ça va vous permettre déjà d'avoir un meilleur contrôle au niveau du débit qui vous rentre dans les bronches et aussi en conscientisant davantage ce type de respiration, vous allez vous permettre de vous remettre plus à l'aise par rapport à ça et de reprendre possession de votre nez qui est l'organe respirateur de base.
quand même. En tout cas, un morceau de celui-ci. En termes de type de respiration, on a dû vous en parler déjà en long, en large et en travers si vous avez déjà fait de la kinésithérapie parce que c'est la base de ce qu'on fait pour la conscientisation et pour le début de la respiration chez tous les patients avec des pathologies respiratoires. C'est la respiration abdominothoracique. La respiration qu'on dit d'abord abdominodiaphragmatique quand on veut travailler juste en bougeant le ventre et abdominothoracique si on veut prendre le tout. Moi, mon objectif, ce n'est pas que vous soyez des puristes de l'abdomen, mais qu'on ait une respiration la plus profonde possible. Peu importe la pathologie respiratoire, toujours important ça pour le coup. Comment ça fonctionne? Vous avez votre diaphragme qui est au milieu de votre thorax. Il sépare en fait votre cage thoracique avec vos poumons et en dessous votre abdomen avec vos organes digestifs. Vous inspirez, ce diaphragme descend, ce qui fait que votre ventre sort, comme vous pouvez le constater sur la deuxième image en inspiration. Et quand vous soufflez, le diaphragme remonte, le ventre rentre et du coup, vous avez ce mouvement pulmonaire. Quand vous respirez, en général, quand une personne qui a du mal à respirer va s'essouffler, la respiration qu'il va faire ou qu'elle va faire, ça va être beaucoup une respiration avec les muscles respiratoires accessoires. Donc, on va retrouver des respirations. Le souci, c'est que cette respiration ne permet pas à votre poumon de s'ouvrir de façon optimale pour faire le plus de transfert possible d'oxygène. C'est pour ça qu'on essaye de proposer aux personnes de se concentrer surtout sur une respiration en ramenant l'abdomen et du coup le diaphragme davantage au cœur de la respiration. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez simplement mettre une main sur le thorax, une main sur le ventre. On inspire, la main sur le ventre doit se lever. La main sur le thorax reste plus ou moins pareil ou peut se lever un peu pareil. Si je peux me permettre de vous montrer un instant, si jamais j'arrive à faire ça, vous allez être là, normalement vous me voyez. On inspire, le ventre sort, on souffle, on a le ventre qui rentre. Ce n'est pas un mouvement du dos, c'est simplement votre diaphragme qui descend et en descendant, du coup, il va pousser vos organes qui s'avancent un peu. Voilà. Donc ça, c'était pour la respiration abdominale. C'est quelque chose qui s'apprend sur les différentes fiches que je vous ai proposées. Effectivement, je vous en reparle. Cette respiration, elle a des positions dans lesquelles elle va être plus facile à réaliser parce que ce sont des positions qu'on dit facilitantes. C'est des positions aussi dans lesquelles vous allez avoir plus de facilité à reprendre votre souffle, notamment après un effort ou pendant 2 temps d'effort. Vous avez des positions où vous pouvez libérer votre diaphragme, éviter qu'il y ait de la pression dessus à cause des abdominaux notamment. Et du coup, ça peut vous permettre de vous récupérer plus facilement. On a la très connue position en cocher de fiacre, du coup, où vous imaginez un vieux cocher sur son fiacre penché en avant. On a la position du pacha, où on est vraiment avachi en arrière. C'est une des seules fois où on vous dit d'ailleurs de vous avachir en général. Vous avez les positions où vous avez la chaise devant vous, vous êtes penché en avant. Et debout, même chose, penché en avant ou position du gardien de but. Toujours pour avoir cette libération, c'est éviter en fait les contraintes de contraction des abdominaux sur votre diaphragme pour permettre une meilleure mobilisation. Le plan, ça va être pour petit à petit intégrer cette respiration, de la faire en position facilitante ou encore couché ou semi-assis, une position où ça vous paraît facile, de l'adapter ensuite debout, en marchant et finalement durant les escaliers et à l'effort. À l'effort, ça va vous permettre de récupérer davantage et de prolonger votre effort dans le temps. C'est pour ça que ça pourrait être intéressant dans ce sens-là. Parlons un petit peu d'effort, justement. J'étais allée assez vite dessus, mais je vais prolonger un peu, du coup, mon blabla à ce sujet-là. Donc, la respiration et l'effort, c'est un cercle vertueux. La spirale que vous avez montrée, du coup, le docteur Berkani est beaucoup plus importante que la mienne. Moi, je vous ai fait une version très courte de comment est-ce que juste des exercices respiratoires vont pouvoir potentiellement améliorer votre capacité à l'effort. Mais on va faire un peu plus global quand même. Vous allez avoir une amélioration de votre contrôle respiratoire. Vous prenez en conscience votre respiration, vous commencez à utiliser des techniques de respiration qui vous permettent d'ouvrir votre thorax complètement. Vous allez pouvoir mieux gérer du coup la quantité d'air que vous rentrez et mieux gérer votre essoufflement. Plus vous connaissez l'essoufflement, plus vous savez comment il fonctionne, plus facile ce sera pour vous de contrôler ce que vous faites. Et du coup, vous aurez moins aussi la partie d'angoisse et d'anxiété qui est liée aux difficultés respiratoires. Du coup, ça va améliorer votre capacité à reconnaître les signes aussi d'essoufflement et comment les maîtriser quand vous êtes à l'effort. Vous allez avoir une diminution de votre dyspnée et du coup, amélioration de votre contrôle à nouveau.
Par quoi ça va passer pour réussir à faire ça? Il y a les exercices respiratoires et forcément, il y a la réhabilitation en termes musculaires, en termes d'efforts. En général, effectivement, on conseille aux gens de faire énormément de séances au début sur un temps relativement important quand même, parce qu'on va parler en mois de rééducation, où on va vous proposer, par exemple, de faire du renforcement musculaire 2 fois par semaine, membre supérieur et membre inférieur. On n'oublie pas les bras, qui ont montré aussi leur capacité à augmenter la qualité de vie, sans compter que c'est très, très utilisé. Enfin, on utilise nos bras absolument tout le temps. Donc, forcément, il faut les entraîner. On a tout ce qui va être renforcement des membres inférieurs et le travail en endurance qui doit être quand même prédominant, mais pas unique. Surtout dans les cas où, comme vous pouvez en avoir malheureusement, vous avez eu une période d'alitement pendant longtemps, vous êtes couché pendant longtemps, vous êtes enfermé chez vous pendant longtemps, eh bien, le renforcement musculaire, que ce soit par des exercices de squat ou simplement du assis debout, tout simplement, c'est la première chose qu'on peut commencer à faire, ça en général, quand on est capable de se lever, ça va réentraîner vos muscles au niveau des jambes. Et progressivement, en retrouvant cette musculature, vous pouvez faire vraiment, vraiment beaucoup de progrès, d'abord très vite, pour ensuite avoir une phase de palier. C'est le moment où les gens se découragent, ça, la phase de palier. Et après seulement, vous allez de nouveau avoir une augmentation. Par quoi ça commence au début? C'est vous donner un objectif qui est fait à relativement court terme, faisable à relativement court terme, d'être encadré par, si possible, un professionnel ou alors quelqu'un de votre entourage qui peut vous soutenir. Et du coup, de changer cet objectif dès que vous y arrivez. Il faut que cet objectif soit réalisable. Par exemple, je suis alitée depuis 3 semaines. On m'a dit que j'ai maintenant le droit de me lever. Eh bien, je veux que dans 1 semaine, 2 semaines, je sois capable d'aller seule aux toilettes. Pas compliqué, réalisable. Et si vous êtes encadré, ça va vous permettre en fait de voir vos progrès et de pouvoir pousser ensuite plus loin. Peu importe votre état, vous êtes capable de faire quelque chose. Quand j'ai des patients qui sont alités depuis très longtemps, on leur fait du renforcement au lit, on a des exercices des vélos qui peuvent permettre de faire ça, ce genre de choses. Une fois que vous tenez debout, on a tout ce qui va être travail de la marche, encore une fois couplé à du renforcement pour retrouver aussi l'équilibre, la sécurité quand vous êtes en train de marcher. C'est un problème aussi assez fréquent, c'est le problème de sécurité. Et si je peux encore vous donner un conseil là-dessus, et le docteur Berkani en a déjà parlé, ça va être essayer de s'éloigner de l'isolement. Parce qu'en général, on se retrouve à plus pouvoir faire grand-chose et à se dire que quoi qu'on essaye de faire, on va se retrouver moins bien que les autres ou à se comparer aux autres, etc. Et du coup, on n'a plus envie de voir des gens. Ce n'est pas la solution. Plus vous allez faire, plus vous allez récupérer, en fait. Du coup, effectivement, tant que vous pouvez, essayez de vous sortir de l'isolation. Évidemment, vous pouvez demander à avoir la rééducation à la maison, mais dès que vous le pouvez, allez chez le kiné ou au centre où vous pouvez le faire. C'est important, en fait, de vous sortir de votre habitat pour pouvoir vous sentir de nouveau dans une action sociale. Et l'action sociale entraîne l'action sociale. Mais ce n'est pas obligatoire. Et comme dit, n'importe qui est même enfermé chez lui parce qu'il y a 4 étages à monter et à descendre si jamais, eh bien, même ces personnes-là, on peut leur proposer une rééducation, on peut leur proposer quelque chose. Et surtout, ils peuvent se rééduquer ou elles peuvent se rééduquer par elles-mêmes avec la motivation et des exercices donnés par des professionnels. OK. Suite. J'ai beaucoup discuté là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler un peu des signes avant-coureurs, c'est-à-dire de comment reconnaître les moments où vous allez avoir votre difficulté respiratoire. C'est ce qu'on appelle des prodromes dans le milieu, qui est un mot qui est assez inutile à connaître du coup, mais ça fait bien. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des prodromes qui vont être des sensations. Vous allez sentir que votre respiration vous donne plus de mal. Vous allez avoir une accélération. Vous allez remarquer que vos épaules montent plus. Vous allez avoir peut-être un peu mal à la nuque quand ça arrive. Vous pouvez sentir aussi votre cœur qui s'accélère parce que forcément, quand vos poumons n'arrivent plus à vous donner suffisamment d'air, vous allez avoir une accélération au niveau cardiaque. Vous pouvez avoir des tremblements au niveau des mains, des sensations un peu étranges, des fois même la tête qui tourne, ce genre de choses. Quand vous sentez le début de ces sensations, n'hésitez pas du coup à directement vous poser et vous dire maintenant je vais me mettre dans une position où je me sens à l'aise et je vais commencer à faire un exercice pour essayer de calmer ma respiration, pour en prendre le contrôle, pour que ce ne soit pas ma respiration et surtout ma difficulté à respirer qui contrôle mes actes et ma façon d'être, mais bien moi qui ai un contrôle là-dessus. Ce n'est pas toujours possible, mais plus vous vous entraînez dans les moments où ça va, plus c'est facile en fait de repartir sur un moment où ça ne va pas.
Évidemment, ces signes avant-coureurs, vous les sentirez aussi quand vous êtes à l'effort, suite au stress, dans des émotions intenses. Ce sont des choses du coup qu'il faut apprendre à reconnaître, apprendre à se connaître, c'est très important pour pouvoir essayer de se soigner. Et pour le coup, les exercices respiratoires, les exercices de renforcement musculaire, les exercices d'endurance, c'est des choses qui vous demandent tellement de motivation et d'engagement interne, en fait, qu'on ne peut pas tout faire à votre place. C'est-à-dire que même une fois que vous avez terminé votre rééducation, si vous avez été suivi comme pas possible pendant 6 semaines, 2 mois, il vous faut continuer par vous-même. Sinon, ça ne peut pas fonctionner et ça ne peut pas tenir dans le temps autant que vous le souhaiteriez. Et pour ça, il faut se connaître, il faut voir comment son corps réagit. D'où l'intérêt de voir ce type de signe avant-coureur. Maintenant, ce que je vais vous proposer sur la slide suivante, ça va être justement un exercice qui s'appelle de la respiration carrée, qui a pour but, en fait, un double but, du coup, de détente. Et, je n'arrive pas à enlever ce truc, voilà, qui a pour but de détendre et de réussir à gérer un peu mieux au niveau de sa respiration. Ça peut être intéressant aussi quand vous mangez. Il y a des personnes qui sont très essoufflées lors de la déglutition, parce que la déglutition impose un moment d'apnée. Donc, apprendre à contrôler ce moment d'apnée, ça peut aussi vous faciliter. C'est un exercice que vous pouvez faire si vous voulez vous détendre. Donc, en général, on choisit un temps entre 3 et 5 secondes. On a là un carré, un triangle équilatéral. Du coup, on va inspirer pendant 5 secondes. On expire. On fait une pause. Là, j'ai pris 5 secondes. C'est une version qui peut être un peu difficile pour le début. N'hésitez pas à commencer avec 2 ou 3 secondes. C'est ce que je fais avec mes patients. Et le but, c'est vraiment que vous arriviez à reprendre un contrôle sur votre respiration et que vous arriviez du coup à mieux gérer aussi ces moments où vous avez trop de ventilation. Vous sentez que vous respirez trop vite et vous n'arrivez pas à le contrôler. De temps en temps, réussir à revenir à une expiration, une inspiration plus longue et plus lente et contrôlée avec une apnée, par exemple, ça peut vous aider à récupérer davantage. Ça, c'est le type d'exercice que vous pouvez retrouver dans les fiches que j'ai données. Un autre exercice que j'aime beaucoup, qui est très utilisé en ce moment, ça va être la cohérence cardiaque. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Il s'agit d'une technique qui se base sur les jours de l'année, donc 365. On va vous proposer pendant 3 fois par jour, donc 3 fois par jour plutôt, pendant 5 minutes, de respirer 6 fois par seconde. C'est-à-dire de faire une inspiration de 5 secondes, une expiration de 5 secondes. Au début, ça peut être difficile, on peut en faire 8 ou 9 des respirations, mais l'objectif, c'est vraiment de réussir à travailler sur la compliance au niveau de votre thorax, au niveau de votre abdomen, pour réussir à prendre de grandes inspirations. Et là, je vous conseille du coup l'application Respirelax, où vous avez en fait un ding à chaque fois que vous devez inspirer et expirer, avec une petite musique un peu de cathédrale, c'est assez sympathique, qui va vous permettre en fait de vraiment vous fermer les yeux, vous écouter la musique, enfin la musique, oui, le son en tout cas, et vous allez pouvoir en fait vraiment essayer de contrôler votre respiration. Comme dit, plus vous avez la possibilité de contrôler votre respiration dans les moments où ça va, plus facilement, ou en tout cas moins difficilement, vous sortirez des moments où ça ne va pas en termes d'essoufflement. Et même à l'effort, contrôler sa respiration et la conscientiser, c'est déjà commencer à se dire « je vais être essoufflé, je le sens, je ne panique pas, je peux contrôler ça. Quand je sens que je suis trop essoufflé, eh bien, je sais que je peux agir. » Ensuite, qu'est-ce que je vous avais mis de beau? Je vous avais mis quelques exercices, quelques exemples d'exercices du coup pour le désencombrement. Parce que comme on en a parlé, Dr Berkani, vous avez un risque du coup d'encombrement qui est assez important sur différentes causes, parce que certains d'entre vous sans doute vont avoir la bronchite chronique du coup en même temps, ou d'autres pathologies respiratoires en même temps, ce qui est possible. Mais même si maintenant vous avez une période où vous allez être alité pendant longtemps ou enfermé chez vous pendant longtemps sans trop sortir, vous allez moins mobiliser les sécrétions qui sont normalement dans vos poumons. Et du coup, le fait de les garder en soi, vous avez un risque accru d'infection, ce qui n'est vraiment pas la bonne idée. Pour essayer de se débarrasser de ça, on a des techniques qui sont incroyablement connues, comme par exemple la bouteille à souffler dont tous les kinés vont vous parler en long, en large et en travers, mais qui n'est pas la seule, évidemment. La bouteille à souffler, elle est pratique à l'hôpital parce qu'elle coûte pas cher et qu'elle est facilement reproductible, facilement lavable, etc. En tout cas, le principe, c'est de souffler contre une résistance et avec un système de vibration. Vous allez avoir des objets qui sont spécialisés là-dedans, comme le gélomuc, le flûteur, il m'en faut encore un, l'acapella par exemple, du coup, qui sont des appareils que je vous présente dans une autre fiche, du coup, qui vont vous permettre de décoller plus facilement les sécrétions
et de vous faire travailler en fait en expiration lente pour essayer de faire remonter ce qui peut vous embêter et ce qui est assez profondément dans les poumons. Après quoi, on vous conseille de faire ce qu'on appelle la buée. Donc là, inspiration nasale, comme dans quasiment tous les exercices respiratoires possibles. Et on va souffler la bouche grande ouverte très doucement. C'est pas très bruyant, c'est assez lent. Le but, ça va être, comme dit, de stimuler au niveau de votre respiration et de décrocher des sécrétions qui peuvent être un peu plus hautes cette fois. Et finalement, ce qu'on appelle le dragon, ce que j'appelle le dragon avec une patiente qui m'a fait beaucoup rire avec ça, c'est du coup ce souffle très rapide, très fort, notamment chez des patients, je pense à des patients qui peuvent avoir des atteintes au niveau récurrentiel, donc au niveau des cordes vocales et de la capacité à parler. Quand vous avez une atteinte à ce niveau-là, vous ne pouvez pas bien fermer la glotte, donc vous ne pouvez pas bien fermer les cordes vocales ensemble. Et du coup, vous ne pouvez pas faire le de la toux, c'est-à-dire le moment de pression et de surpression. Pour ça, on va vous proposer un souffle très fort d'un coup qui va donner. Donc d'un coup, très très fort, on donne tout ce qu'on a. Et ça, pour le coup, ça peut pallier si vous êtes dans un manque en termes de capacité à la toux. La toux en elle-même, je vais en glisser un mot. En général, on pense savoir comment tousser. Ça ne fait pas de mal de rappeler la base. Quand vous voulez tousser, inspirez d'abord. Prenez une grande inspiration parce que pour tousser, vous voulez sortir beaucoup d'air d'un coup très vite pour dégager les sécrétions. Une toux quinteuse va être moins efficace que si vous prenez une bonne inspiration. Vous bloquez si vous en avez la possibilité et d'un coup ou deux coups forts, ça va être beaucoup plus efficace que si vous faites une quinte comme ça, que vous avez du mal à respirer. Si jamais ça vous arrive d'avoir des quintes de toux, d'avoir du mal à vous en débarrasser, et n'hésitez pas à essayer la technique d'inspiration profonde par le nez, d'un coup, qui peut réduire un peu les quintes. Après, forcément, vous avez des poumons qui sont plus irrités, donc les enlever complètement, c'est difficile. Mais au moins, si vous avez du mal à contrôler le moment de la quinte, une bonne inspiration nasale, ça peut diminuer sur l'instant. Et autant réessayer tout de suite après de donner une bonne toux pour voir si quelque chose se décroche à ce moment-là. Voilà. Alors, elle est où ma dernière slide? Elle est là. Finalement, ce que je voulais vous dire encore, c'est que effectivement, la réhabilitation de respiratoire, c'est très bien. Si vous êtes chez vous, dans un village où il n'y a pas de kinésithérapeute, où il n'y a personne qui propose pas d'appât ou ce genre de choses, n'hésitez pas à vous tourner vers les clubs de plus en plus fréquents de yoga et de pilates qui proposent tous les deux en général de l'activité physique adaptée à la respiration. N'hésitez pas non plus à contacter les ligues les plus proches de vous pour voir s'il y a des groupes de personnes qui peuvent vous proposer des activités. Là, je vous ai du coup parlé plutôt yoga et pilates parce que vous allez avoir cet apprentissage du respect de la respiration en plus des exercices de renforcement et des exercices d'endurance. C'est vraiment des sports qui sont assez chargés, hein, hommes ou femmes. Et du coup, ils ont aussi comme point positif quelque chose dont on ne parle pas forcément et dont je ne vais pas m'étaler parce que ce n'est pas le sujet là, mais vous allez avoir une conscientisation aussi de tout ce qui va être comment apprendre à limiter l'incontinence urinaire avec la toux, etc. C'est des choses qui arrivent souvent. Vous avez cette notion-là qui est abordée dans le yoga et dans le pilate. Finalement, vous avez aussi mes collègues qui font de la kinésithérapie respiratoire. S'il y en a près de vous, je sais que c'est difficile parfois et dans certaines régions, et même en ville, hein, dans certaines villes, de trouver des kinésithérapeutes qui sont professionnalisés là-dedans. Ça pourrait valoir le coup, même pour 2 ou 3 séances, d'aller un peu plus loin en voiture, de demander, même voir si on ne peut pas avoir un VSL, un petit truc comme ça, juste pour obtenir les conseils d'un professionnel, quitte à ce que ce soit, comme dit, que 2 ou 3 consultations, mais ça peut vraiment vous apporter quelque chose et être un premier pas. Et finalement, la sophrologie, que je vous conseillerais surtout si vous avez des problèmes d'anxiété et d'angoisse par rapport à votre respiration et qui peut vous apporter quelque chose par un retour au calme, par l'apprentissage du coup de la relaxation et qui peut vraiment vous apporter quelque chose dans ce sens-là. Je vous remercie pour votre écoute et désolée du coup de ne pas m'être basée exclusivement sur la réhabilitation. Je suis allée un peu dans mon pied là, mais voilà. Non, c'était tout à fait le but hein, de répondre à quelque chose de plus large et je pense que c'est très concret. Donc, merci beaucoup pour ces présentations. On va donc passer à un temps d'échange de questions et puis du coup, je crois, Oriane, tu voulais prendre la question de Claire. Alors, merci beaucoup. Léa, juste avant, vous nous aviez dit que vous aviez un DU de kiné respiratoire et vous nous avez parlé de
avant de démarrer la conférence, du site de la SPLF, où on pouvait trouver des kinés respiratoires un peu sur tout le territoire. Donc, est-ce que vous pourriez remettre ce lien dans le chat? Du coup, il s'agit de la carte de la réhabilitation respiratoire proposée par la Société de pneumologie de langue française, où du coup, vous allez trouver avec certaines icônes, du coup, tout ce qui va être hôpitaux et cliniques proposant de la réhabilitation, mais également quelques kinés libéraux qui ont eu la très, très bonne idée de se mettre dessus. Je viens de vous poster le lien dans le chat. Du coup. Génial, merci beaucoup. Alors, nous, on a une question un peu vous nous avez fait faire de la géométrie en plus de la respiration ce soir. Donc, il y avait une question, est-ce que la respiration carrée est plus bénéfique que la triangulaire? Ou est-ce qu'il y a des indications particulières ou est-ce que c'est en fonction de comment on le sent? Pas d'indication particulière pour le coup. C'est vraiment comme vous le sentez. En général, la carrée est une évolution de la triangulaire. On commence par la triangulaire pour mettre une apnée. D'ailleurs, je vous ai commencé avec la version difficile de la triangulaire en mettant l'apnée après l'expiration. Mais n'hésitez pas à commencer à faire inspiration, apnée, expiration, parce que c'est beaucoup plus simple au début pour le coup. Mais du coup, non, en général, la carrée est une évolution de la version triangle. Vous pouvez aussi faire un parallélépipède avec plus d'expiration que d'inspiration. Au final, toutes les formes géométriques à 3 ou 4 côtés sont tout à fait convenables. L'objectif serait au final d'obtenir un trapèze, en fait, avec des temps d'apnée similaires, comme par exemple 3 secondes ou 4 secondes, un temps d'inspiration à 2 secondes et le double en expiratoire. Du coup, essayez de prolonger le temps expiratoire par rapport au temps d'apnée et au temps d'inspiration. Mais plutôt une évolution l'un vers l'autre, en fait. Oui. Pour être complémentaire avec Léa, c'est très très bien ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as aussi parlé d'autres approches. Quand tu as parlé de la sophrologie, la cohérence cardiaque, du yoga, du pilate. Alors, c'est pas ouvert à tout le monde. Ça dépend de la personne, ça dépend des capacités de la personne, ça dépend de l'endroit, ça dépend des finances, ça dépend de beaucoup de choses. Puis, il y a des gens qui n'y croient pas. 2 remarques ou 3 petites ou une. En fait, il y a ce que vous avez présenté, c'est-à-dire la réhabilitation, la réadaptation respiratoire pratique avec les exercices pratiques. Puis on a d'autres à l'endurance, il y en a plein, parce que sinon, vous en auriez pour 3 heures pour faire tout ce qu'il y a à faire, parce que c'est très vaste. Et vous avez aussi parlé de 2 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire il y a des gens qui sont extrêmement essoufflés, et quand tu leur fais des examens respiratoires ou cardiaque, on trouve aucune organicité, c'est-à-dire aucune cause. Alors, ils peuvent avoir un cancer limité, opéré ou pas opéré, mais qui sont pas, et tous les tests sont normaux, il est en pleine forme, ou la patiente est en pleine forme, ou bien des gens qui n'ont pas de pathologie particulière, ou bien qui ont d'autres pathologies et qui ont ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation. Ce syndrome d'hyperventilation, on le voit souvent maintenant de plus en plus dans les Covid longs, c'est-à-dire les gens qui sont essoufflés, qui ont des douleurs thoraciques et qui sont essoufflés, qui hyperventilent. Léa peut nous expliquer si elle veut après le syndrome d'hyperventilation et qui sont extrêmement essoufflés. Ils vont voir le pneumologue, le cardiologue, qui vous voulez, Jésus-Christ, le bon Dieu, tout ce que vous voulez, et ils ne trouveront jamais de pathologie expliquant cet essoufflement, sauf si ils leur font un test pour détecter s'ils ont cette syndrome d'hyperventilation. Et là, le kiné qui est formé et qui sait ce que c'est peut vraiment leur rendre service par exemple, en travaillant sur les exercices que Léa a montré tout à l'heure. On nous en parlait, ce serait très intéressant que nous dise ce qu'elle propose pour les syndromes d'hyperventilation spécifiquement. Les gens essoufflés, tu leur fais les examens, ils sont toujours essoufflés. Et toi, tu es là, je sais pas, vous avez rien. Rentrer à la maison, c'est dans la tête. Et ils ont un syndrome d'hyperventilation. Les autres approches dont elle a parlé, les autres approches, la sophrologie, la méditation, le pilate, le yoga ou la cohérence cardiaque. Donc, il y a tout l'aspect émotionnel qui va entraîner aussi une hyperventilation aussi, tout l'aspect angoisse, tout l'aspect j'étouffe docteur. Bien sûr, on peut étouffer parce qu'on a une pathologie ou pas. Donc, tout ce qui est complémentaire par les méthodes dont a parlé Léa, pour moi, je milite aussi pour ça. C'est extrêmement important parce que le côté émotionnel a comment dirais-je,
un rôle extrêmement important et qui, soit il rajoute à l'essoufflement, soit l'essoufflement n'est pas si grave, mais il est beaucoup plus, on le ressent de façon beaucoup plus intense. Voilà ce que je voulais dire. Alors, du coup, effectivement, ça sera très intéressant que vous nous disiez un peu ce que c'est que cette hyperventilation. Ça répondra à plusieurs questions de Jeanne, notamment sur cette réalité de l'hyperventilation. Alors, il faut différencier du coup de la partie où vous allez juste respirer vite, pour le coup, mais avec un volume relativement faible. C'est ce qu'on a quand on a vraiment un moment de détresse respiratoire. On va respirer très vite, mais pas de façon très utile, où du coup, on va manquer d'oxygène. La réponse, ça va être donner de l'oxygène. Quand vous faites une crise d'hyperventilation, vous allez ventiler vite et beaucoup. Typiquement, ça ressemble à de grands volumes et sur vraiment une très haute fréquence. Le souci avec ça, c'est que le docteur Berkani vous parlait un peu de la gazométrie avant et du CO2 à l'intérieur des bronches, c'est que vous allez dégager énormément de CO2 et vous créez beaucoup de symptômes très désagréables comme des tremblements, des difficultés au niveau des doigts avec des sensations un peu particulières, vous pouvez avoir des vertiges, le mal de tête, etc. Ce sont des crises qui vont arriver au repos ou bien encore à l'effort. Elles arrivent quasiment tout le temps à l'effort, mais sont fluctuantes sur le moment, en fait. C'est-à-dire que vous avez des jours où, au bout de 3 minutes, vous nous faites une crise, et au bout de le lendemain, au bout de 50 minutes, tout va toujours bien, mais ce sera à 1 heure et 2 minutes de vélo que ça va commencer. Comment gérer ça et quelles en sont les causes? Les causes physiopathologiques, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça fait ça, elles ne sont pas encore bien connues pour le coup. Mais par contre, comment gérer ça? Eh bien, ce sont avec des exercices de contrôle respiratoire, justement, comme ceux que j'ai pu vous proposer, et surtout l'apprentissage de la physiologie, de comment est-ce que vous devez respirer, et d'essayer d'enlever, en fait, cette crainte qui est tout à fait normale, mais de la soif d'air. C'est-à-dire cette crainte du manque d'air et en fait, de plus réussir à respirer du tout. En général, quand vous faites ces crises-là, vous avez l'impression de devoir prendre plus d'air parce que vous en manquez, mais pas forcément pour le coup. Si vous vous reconnaissez du coup dans la description de ce syndrome, je vous conseille d'aller voir votre pneumologue pour lui en reparler et pour lui demander ça. Ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement connu. On commence à en parler davantage du coup avec le Covid justement, mais ça peut être en lien avec n'importe quelle pathologie respiratoire ou même spontanément sans qu'il y ait de pathologie respiratoire derrière, hein, pour le coup. C'est très important d'apprendre la physiologie respiratoire, d'apprendre comment est-ce que je respire quand je fais une crise et comment est-ce que je dois me forcer à respirer pour diminuer cette sensation. Parce qu'au final, c'est un cercle vicieux. Vous avez du mal à respirer, vous respirez plus, sauf que ça va vous faire vous sentir mal. Du coup, vous avez plus de mal à respirer et vous respirez encore plus. Donc, le plan, ça va être de briser ce cercle qui est tout à fait l'inverse de vertueux, vicieux, du coup. Et pour ça, on a des exercices, notamment les exercices d'apnée dont je vous parlais, les exercices de contrôle respiratoire où on baisse sa fréquence, ce qu'on appelle l'hypoventilation. Il y a des méthodes avec des noms un peu barbares que je vais vous noter dans le chat, qui sont la méthode Papworth ou la méthode Buteikyo, qui sont des méthodes du coup qui ont été travaillées pour justement réussir à diminuer la ventilation et le syndrome d'hyperventilation, qui peut aussi, pour le coup, il ne faut pas la réduire à ça, mais qui peut aussi être lié à un facteur psychologique ou émotionnel difficile si vous passez par des phases d'anxiété ou de stress qui peuvent vous créer ce type de crise. Voilà, et ça arrive à tout le monde. Hein. J'ai une amie elle a 28 ans, même moi, je l'ai déjà 25 km, elle nous a fait des crises dans tous les sens. Et, finalement, avec le réentraînement, elle sait truc. Donc, il n'y a pas de stress. Hein. C'est quelque chose de normal qu'il faut normaliser, dont il faut parler. Et si vous pensez que vous pouvez avoir un problème comme ça, exprimez-le auprès de votre pneumologue. Voilà. Formidable. Merci beaucoup. Alors, vous avez souligné tous les deux à plusieurs reprises l'importance de ne pas rester seul. Je dois dire que c'est l'essence même de mon réseau cancer du poumon. Et du coup, j'aurais envie peut-être de redonner la parole à Yannick pour que tu nous donnes ton éclairage aussi sur ce qu'on a appris ce soir, peut-être ce qui résonne par rapport à ton expérience, et aussi cette idée de, ensemble, on peut faire circuler des infos, se soutenir, maintenir, voilà, et puis parler de différentes propositions qui peuvent être proposées sur le réseau. Oh, pardon, excusez-moi, 2 secondes avant que Yannick prenne la parole. Il y a les professionnels de santé qui sont le docteur, le pneumologue, le kiné qui est avec vous, et puis les autres soignants. Et puis il y a le docteur Google aussi. Hein. Donc, il vaut mieux écouter
les professionnels de santé, ils ne paient pas trop le docteur Google parce qu'il nous fait de la concurrence, mais en fait, quand les gens lisent Google, ils viennent chez nous, ils sont dans des états lamentables et après, on essaie de déconstruire tout. Donc, ce genre d'initiative, ce que vous faites, vous, c'est très important parce que ça remplace le docteur Google. Il y a de vrais docteurs, de vrais kinés, de vrais soignants, de vrais gens qui sont là et qui partagent leur expérience avec de vraies études et de la vraie médecine. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Allez-y, Yannick. Oui, en fait, la première chose qui m'est venue en vous écoutant, c'est qu'effectivement, dans mon premier témoignage, j'ai vraiment abordé que la partie physique et le cheminement que j'avais pu faire avec des exercices. Je me suis retrouvée complètement y compris en utilisant les escaliers pour essayer de faire des exercices plus intensifs, de caler la respiration, parce qu'en fait, moi, j'ai appris à faire de la gym, on va dire, dans l'espace public, que ce soit les escaliers de l'immeuble, pendant le confinement, autour de la tour, dans le parc d'à côté. Mais en fait, l'aspect aussi que j'ai oublié de mentionner, mais qui a été une réalité tout au long de ce parcours, c'est l'aspect stress et la gestion du stress. Et c'était une réalité. À l'issue d'une consultation de médecine intégrative, j'ai fait une initiation à la méditation, ce qui m'a moi, fait le plus grand bien, des exercices de respiration pour justement s'apaiser, et j'ai découvert la cohérence cardiaque à cette occasion. Et depuis, j'utilise les applis que vous avez évoquées. Moi aussi, bien sûr. La méditation, moi aussi. Et je trouve ça, je trouve que c'est un vrai plus. Et autant, des choses qui sont à disposition, c'est fait. Et en fait, c'est facile. Enfin, je me dis qu'il y a l'outil est final facile à utiliser. Pour l'aspect de faire ensemble, en fait, deux choses. D'abord, la première expérience, c'est que avant même de Kipling, dont on va parler tout à l'heure, quand je suis rentrée sur le MRCP et les réseaux, les hasards, des conversations à l'intérieur du réseau, c'est aussi des rencontres quelquefois de proximité. Et une des choses qu'on a faites avec c'était des femmes qui habitaient dans le même département que moi, on s'est retrouvés pour aller marcher ensemble. Pas loin, parce qu'on avait un joli parc qui n'était pas trop loin. On s'est dit, mais pourquoi pas, ça va nous motiver, parce qu'on était toutes sur le même constat que si on ne se motivait pas, on n'y arriverait pas. Que toute seule, c'était un peu sinistre et que c'était un peu plus sympa de se dire, on se retrouve à tel moment, un samedi après-midi, pour faire le tour du parc. Et ça a été, chez moi, c'est quelque chose qui a vraiment joué. Et puis, il y a eu Kipling. Alors là, j'avoue que j'en parle avec un grand sourire, parce que c'est une appli qu'on a testée pendant le confinement, qui consistait à proposer des jeux avec un dispositif qui nous fait marcher, parce qu'on accumule des points, on a des défis contre d'autres équipes, parce que le principe, c'est qu'on se met en équipe. Et qui a été pour moi d'une efficacité redoutable, d'une part parce que on fait ensemble, même aux quatre coins de la France. Moi, j'étais dans une équipe où j'avais un membre de mon équipe qui était à Montpellier, un autre qui était en Bretagne, et c'était assez sympa via messagerie de se rendre compte qu'on pouvait se dire on marche là actuellement ensemble et échanger, et c'était extrêmement motivant. Pour certains qui ont un esprit de compétition total, ça a été extrêmement motivant, et puis d'autres simplement parce que moi je me souviens qu'on avait comme une copine qui a dit « j'ai fait 200 pas dans le couloir de l'hôpital en promenant ma potence avec la chimio et j'ai participé à la réalisation de l'équipe. » Donc, ça marche très bien. Et aujourd'hui, on a été un peu plus loin parce qu'on a fait un partenariat, on a été testeur en fait pour cette appli. Et cette année, on a une nouveauté qui est d'une part, on a un partenariat sur toute l'année avec eux, avec 4 jeux qui vont être proposés au cours de l'année. On vient d'en finir un. Mais surtout, dans l'application, on a dorénavant la possibilité de faire un bilan physique avec le système des pas, le système assis debout, des questionnaires santé qui sont mis à disposition. Leur bilan a été validé par un professionnel de santé. C'est quelque chose qui est très sérieux. Et par ailleurs, on a la possibilité, tous les membres des réseaux de patients au réseau peuvent bénéficier de 3 séances
d'activité physique adaptée par semaine en ligne. Et si on peut, admettons qu'on s'inscrit, si on peut pas, pour une question d'emploi du temps, on ne peut pas y assister, on peut avoir le replay et le faire au moment où nous, on est disponible pour le faire. Voilà, donc c'est quand même quelque chose moi je trouve qui est aussi très motivant. D'une part, après, on se fait des commentaires pour savoir comment on a trouvé la séance, si ça nous a plu, il y a des choses très différentes, ça va de faire un peu de cardio à plutôt faire de la relaxation. Bref, il y a une offre assez variée. Et on peut donc, si on veut, par exemple, au bout de 3 mois, refaire un bilan pour voir si on a progressé en fait sur le bilan physique. Voilà, donc en fait, toutes les personnes qui sont sur le réseau peuvent bénéficier gratuitement de ce dispositif pendant toute l'année 2023. Donc, on vous y donne rendez-vous. Je pense que dans les gens qui nous écoutent, certains ont déjà participé au premier challenge. Et si une équipe de soignants veut nous rejoindre, il faut indiquer qu'ils sont ex-soignants quand même. Mais, parce qu'on sera en compétition. Mais c'est avec grand plaisir et n'hésitez pas. Donc, il suffit de vous rentrer dans les réseaux, c'est indiqué. On a dans les actualités, dans les ressources de nos réseaux, les codes pour accéder à ce programme sont indiqués. Et franchement, n'hésitez pas, parce que ça participe aussi à cette idée de l'entraînement et de la motivation. Et d'ailleurs, on a dit qu'on faisait ça dans les moments un peu difficiles. Donc, il y en a un fin janvier, parce que c'est pile le moment où on n'a plus du tout envie de sortir. Et on a dit qu'on allait se motiver avec notre prochain jeu. Merci infiniment, Laure. Est-ce que tu veux conclure? Après, je dirai un petit mot. Oui, en fait, il y a encore plein de questions, mais on a déjà beaucoup dépassé le temps de nos orateurs et on vous remercie beaucoup de toute la clarté des informations très concrètes et très pratiques. Il y a beaucoup de personnes qui sont très contentes et on sera ravis de partager les replays. Voilà, moi je pense qu'on a beaucoup appris. Ça va être l'occasion peut-être de mieux réfléchir, d'essayer de mettre en pratique tous vos conseils et puis peut-être de revenir l'année prochaine en redétaillant encore des questions. Voilà, Léa, vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, j'ai vu une question et ça m'a fait penser qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui serait intéressant à parler. Je suis désolée, hein, mais je suis passionnée, donc ça prend du temps. Mais du coup, on a parlé j'ai vu une question sur le syndrome d'apnée obstructive du sommeil et du coup sur l'implication de la respiration la nuit. Sachez que si jamais vous vous réveillez fatigué, donc il peut y avoir la partie qui est liée au cancer, évidemment, ou à la chimiothérapie ou au traitement que vous suivez. Mais si c'est quelque chose qui est trop récurrent, que vous vous réveillez fatigué, que vous somnolez dans la journée de façon qui est quand même peu habituelle, que votre compagne, votre compagnon vous dit que vous ronflez beaucoup, notamment, n'hésitez pas à demander aussi à faire un test pour voir si vous ne faites pas juste de l'apnée du sommeil, en fait, qui peut être traité, que ce soit par des voies du coup de rééducation, par un spécialiste, une spécialiste ou par un appareillage. Mais du coup, ou ça peut être aussi le fait de se réveiller en pleine nuit avec des difficultés à respirer, ça peut être des signes de pathologie avec un engendrance plutôt cardiaque ou encore asthmatique. Donc, si jamais vous avez une augmentation de vos symptômes la nuit, contactez votre médecin parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas un moment où vous êtes censé, notamment si vous faites si vous faites de l'hyperventilation ou si vous n'avez pas de cause réelle de vous réveiller la nuit, ce n'est pas normal de vous réveiller la nuit sur de la difficulté respiratoire. Et si c'est trop fréquent, il serait préférable que vous contactiez du coup votre pneumologue. Si vous êtes d'accord, docteur Berkeley. Oui, en fait, ça mériterait un sujet à lui tout seul, c'est-à-dire aussi important que l'essoufflement dont on a parlé de la réadaptation. Donc là, ce serait peut-être une idée d'un futur sujet sur l'apnée du sommeil dont je suis spécialiste aussi parce que j'en fais depuis, pas moi, si moi j'en fais aussi, j'ai un appareil pour dormir la nuit. Je vais vous dire, en exclusivité mondiale, les gars, moi aussi j'ai une apnée du sommeil, j'ai une machine la nuit, j'ai une PPC pour dormir. Ceci dit, est-ce que vous avez essayé la kinésithérapie? La kinésithérapie, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, moi, vous savez pourquoi? Parce que j'ai des copines ici kinésithérapeutes qui sont très sympas avec moi, elles me donnent des tuyaux, elles m'aident. Bien passé, moi. Strasbourg, c'est un peu loin, j'adore, mais c'est un peu loin. Mais je viendrai vous voir avec plaisir. Ceci dit,
l'apnée du sommeil, ça peut être aussi un sujet qui est très d'actualité, dont on pourra développer tous les aspects si un jour ça vous intéresse qu'on en parle, parce que l'essoufflement est une chose, l'apnée du sommeil peut y avoir des rapprochements entre les deux, mais c'est encore une autre chose, une autre pathologie qui est très fréquente et qui, pour le coup, on peut apporter beaucoup de précision à ce niveau-là et pour dédramatiser la chose et pour dire pourquoi l'apnée du sommeil, c'est quelque chose de pas bien et qu'on peut très bien la soigner, mais ça peut être une idée. Mais ne mélangeons pas tout parce que les gens vont dormir, ils ne sauront plus où ils habitent. Donc, oui, alors, très bonne idée de prochaine webconférence. En tout cas, nous, on voulait vous remercier infiniment de vos témoignages qui sont tous, et de votre expertise toute complémentaire. On a vu que d'autres professionnels pouvaient aussi intervenir, des APA, etc. Merci infiniment tous les trois pour vos messages d'espoir, votre implication. Alors, vous n'aviez pas, mais pendant la webconférence, Léa m'envoyait des dessins. Donc, on rajoutera peut-être en disant, alors voilà comment on peut expliquer l'emphysème, etc. Mais je les ai vus trop tard pour les partager à l'écran. Donc, voilà, hyper impliqué. Merci infiniment à tous les trois. Yannick, on attend les photos des fonds sous-marins. Voilà. Et très bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Merci pour votre implication à tous et à toutes. Et good luck et continuez bien.